Salam, Azul, bonjour. Aujourd'hui, je remplace au pied levé l'animateur habituel de cette émission, Rani Mehdi, qui est souffrant et qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Notre pays traverse une phase hallucinante pour le moins, et je pèse mes mots, au point où il nous arrive de nous demander si nous ne faisons pas un cauchemar et que nous allons nous réveiller. Le régime qui tient le pays ne connaît plus de frein à ses outrances, au point où nous avons un candidat à la présidence qui fait sa campagne électorale par procuration et qui ne sait peut-être même pas lui-même qu'il est candidat. Mais cette fois-ci, curieusement, deux faits marquants distinguent la crise actuelle. Le premier est que pour la première fois depuis l'indépendance de ce malheureux pays, l'oligarchie qui tient le pays n'a pas pu réunir de consensus autour d'un même candidat pour servir, comme à l'accoutumée, de façade institutionnelle. L'armée et ses services secrets est en effervescence. Les généraux qui en constituent le noyau sont divisés, voire opposés. Ils se livrent une guerre larvée, mais qui ne s'exprime pas moins sur les journaux et les télévisions des uns et des autres. Le deuxième est que pour la première fois en Algérie, depuis le premier coup d'État de 1962, la société algérienne s'implique fortement dans ce qui la regarde. Elle n'accepte plus de se laisser mener en troupeau bêlant vers des bureaux de fraude électorale. Dans tout le pays et même au sein de la diaspora, la colère monte et s'exprime, parfois violemment. Cette clameur laisse-t-elle augurer d'un changement radical dans les esprits? Le docteur Saadi et le journaliste Mohamed Benchikou discuteront avec nous de ces sujets, de ce malaise ambiant, mais aussi des perspectives qu'ils imaginent ou qu'ils espèrent. Docteur Saïd Saadi, bonjour, vous êtes avec nous? Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous, avant que nous entrions dans ces sujets, nous dire quelques mots sur le printemps berbère que nous commérerons dans quelques jours? Pour moi, ça reste l'acte fondateur de l'essentiel des acquis démocratiques du pays, dans la mesure où cet événement a été lancé autour d'une question qui a fini par faire consensus alors qu'elle était largement stigmatisée dans l'ensemble de la classe politique, c'est la question identitaire, le socle sur lequel devrait se reconstruire la nation. Ensuite, on oublie de le dire souvent, c'est que c'est le premier mouvement dans une histoire marquée par les violences, histoire politique marquée par la violence, qui s'est engagé dans le combat pacifique. Et je pense que c'est le printemps Amazigh qui a permis de lancer par la suite le combat pour les droits de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, parler de la pluralité politique, c'était quasiment s'exposer aux foudres du régime qui a assimilé tout ce qui était différence, liberté, comme une atteinte à la révolution. Donc je crois que c'est une vraie source qu'il faut savoir protéger, et des tentations de manipulation et des éventuelles erreurs qui pourraient être commises aujourd'hui. Le printemps Amazigh a été lancé pour deux questions qui restent en suspens, hélas. La réhabilitation du socle identitaire de l'Afrique du Nord, sans lequel, à mon avis, rien ne peut se construire, et la conquête des libertés démocratiques qui a toujours accompagné les revendications que nous avons exprimées à l'époque. C'est vrai que maintenant, la commémoration de cet anniversaire intervient dans un contexte particulier. Il y a d'ailleurs des marches qui sont prévues un peu par anticipation pour peser sur le régime et l'amener à plus de responsabilité sur les deux questions centrales dans ce mouvement, donc la question amazigh et les libertés démocratiques. Revenons donc à cette situation orageuse qui pèse sur notre pays. Quel est votre avis sur ce qui s'y passe? Quelles sont vos craintes? Mon avis, d'abord, c'est que je pense que nous sommes en face d'un régime qui n'est pas simplement autiste, mais qui devient quasiment le principal danger qui menace la nation. Je m'explique.
Vous l'aviez dit, je crois, dans votre introduction, on se surprend à se dire, est-ce qu'on est dans la vraie vie ou bien est-ce que nous vivons un cauchemar? Comme on dit, la réalité est en train de dépasser la fiction. Mais pas seulement par le fait qu'un candidat qui probablement va gagner l'élection est invisible, mais aussi parce que il y a une véritable césure dans tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut s'apparenter au système en place, parce qu'il ne faut pas non plus focaliser sur les normes. Cet homme n'est pas tombé du ciel, c'est l'armée et les services spéciaux qui l'ont ramené, qui lui ont violé la Constitution, qui lui ont bourré les urnes. Je sais de quoi je parle, j'étais candidat en 2004. Et donc, l'ensemble des clientèles du régime sont frappées de cécité. Et quand on regarde bien la liste des candidats en lice, on peut, je crois, les scinder en deux groupes. Le premier, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les lièvres professionnels qui viennent, on va dire, rassembler les enveloppes que l'on affecte à l'occasion de ces élections et qui ne prennent même pas la peine de faire semblant d'afficher leur poster sur les panneaux et qui disparaissent, mais ils participent à toutes les élections. C'est une garniture politique d'une opération destinée à redoper le système. Mais il y a en l'occurrence deux hommes qui sont en train d'essayer de se disputer la reprise en main du système et qui, de mon point de vue, vont se disputer l'électorat qui a directement accès à la rente. Qu'est-ce que ça va apporter au destin du pays? À mon avis, pas grand-chose, si ce n'est des incidents qui risquent de dégénérer. Donc on est tout à fait en droit d'avoir les pires appréhensions pour le pays à partir du 17. Le 17, c'est pas la fin de quelque chose. Donc, à votre avis, docteur Saadi, docteur Saadi, donc si j'ai bien compris, il y a deux candidats en fait. Et je reviens vers vous dans un petit moment. Nous allons accueillir notre deuxième invité, Mohamed Benchikou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci. Alors, Mohamed Benchikou, je serais presque tenté de vous dire tout ça pour ça. Je pense à tout ce qu'a traversé ce pays de drames, de souffrances indicibles. Je pense à l'immense gâchis de nos richesses pour nous retrouver aujourd'hui dans un tel bourbier. Comment voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Il ne fait plus de doute que l'abstention sera très forte, en l'occurrence. Comment un président qui sera dans le meilleur des cas, le plus mal élu, très certainement depuis l'indépendance, pourra-t-il imposer ces changements radicaux qu'on nous fait miroiter? À plus forte raison, et je vous laisse vous exprimer, que ceux qui disposent du vrai pouvoir deviendront certainement d'autant plus forts après ces élections. Je vous en prie. Oui, moi je crois que le mal n'est pas derrière nous, le mal est encore à venir. Hélas, c'est la vieille rengaine en fait. Oui. C'est que je ne crois pas qu'aujourd'hui le problème soit de nous éterniser sur la question de savoir si Bouteflika est capable de gouverner ou non, ou s'il va être réélu. Je crois que la vraie question est ailleurs. Quel est le coût pour l'Algérie de ce quatrième mandat et du forcing qui a fait que ce quatrième mandat ait eu lieu? Quand je dis le coût, c'est-à-dire à quel prix le président sortant a-t-il réussi à avoir le silence occidental autour de son quatrième mandat? Oui. Et je veux dire aussi à quels hommes, à quelle capitale occidentale a-t-il obéi en décapitant les services de sécurité? D'accord. Et quel espace de souveraineté nationale aujourd'hui Bouteflika a marchandé avec les nations occidentales pour ce quatrième mandat? A-t-il, comme l'on dit aujourd'hui, a-t-il négocié de nouveaux rapports néocoloniaux? Mais Mohamed Benchikou, justement à ce sujet, vous
vous pensez vraiment que Bouteflika a cette capacité de pouvoir démanteler à lui tout seul le DRS et quand vous venez de le suggérer, si tel est ce que j'ai bien compris, quel a été le rôle de la France, notamment dans ce, j'allais dire ce rééquilibrage, mais en fait de ce bouleversement? Écoutez, vous pensez bien que je ne suis pas dans le secret des dieux, parce qu'il s'agit bien de secret des dieux. Je ne sais pas quelle est la nature des arrangements qui se sont produits entre le régime algérien et les capitales occidentales. J'ai quelques informations, mais donnez-les-nous. Aujourd'hui, il est clair que cela s'est produit autour de 2 ou 3 points, c'est-à-dire les sites gaziers, les sites pétroliers et la présence et l'installation des troupes occidentales au sud algérien. Je le dis d'ailleurs dans mon dernier livre, il tourne autour de cette trame. Il est clair que, puisque vous le dites, puisque vous le redites en fait, le président a-t-il la capacité physique, politique, décisionnelle de s'en prendre au service de sécurité? Non. C'est clair que le rapport de force à l'intérieur du clan du régime a été renversé par une irruption étrangère. D'accord. Je reviens vers vous, c'est Mohamed, dans un petit moment. Docteur Saïd Saadi, vous disiez un instant donc que pour vous, il y a 2 candidats. J'en conviens parfaitement, personnellement. Sinon, pour revenir à cette question qu'a soulevée Mohamed Benchikou, pensez-vous que des forces étrangères, ou la France, pour ne pas la citer, aient réellement eu une influence aussi décisive dans une telle reconfiguration de la nature du régime? Je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis que le monde est monde, chaque nation essaye de défendre ses intérêts, tant sur le plan économique que géostratégique, mais je ne crois pas que l'essentiel de la donne algérienne se situe à ce niveau-là. D'abord, personnellement, je ne fais pas trop de distinguo entre les services spéciaux et la présidence. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des affrontements, mais fondamentalement, ce sont des clientèles, ce sont des condiments d'un même système politique. Le système politique algérien est animé, contrôlé par la police politique jusqu'à ces derniers temps. Donc je ne crois pas du tout à la thèse qui voudrait qu'il y ait d'un côté un président prédateur, ce qu'il est par ailleurs, et des services de sécurité qui protégeraient les intérêts économiques ou même politiques du pays. C'est la sécurité militaire qui a ruiné l'Algérie, puis le DRS qui a ramené Bouteflika. J'étais parlementaire lorsqu'on nous a envoyé Ouihia, qui est un de leurs agents, aux deux chambres du Parlement pour lever la limitation des mandats. Donc tout cela ne doit pas nous égarer sur l'essentiel, qui est que nous avons un système qui est régi par l'opacité, la violence et la corruption. Et la corruption règne, y compris dans le DRS. À ce sujet, docteur Saadi, mais le DRS a recruté, promu, construit le pouvoir politique en encourageant la corruption pour tenir son monde. Donc le système politique algérien est basé, adossé, animé, contrôlé par les services spéciaux. Alors maintenant, est-ce qu'à la fin, Bouteflika a aidé ou non par l'extérieur, a pu en réduire certaines prérogatives? Moi, je vous dirais très clairement, je n'ai pas l'habitude de parler par allusion, que je m'en féliciterais plutôt. Excusez-moi, docteur, excusez-moi de vous interrompre. Je sais qu'il ne l'a pas fait pour les bonnes raisons, je sais qu'il ne l'a pas fait pour la bonne manière. Mais tant que la police politique règne sur l'Algérie, il n'y aura pas de soleil qui se lèvera sur notre pays. À ce sujet, justement, d'abord,
pourquoi ce régime, qui aurait pu se choisir n'importe quel candidat pour en faire une façade institutionnelle, comme d'habitude, pourquoi s'acharne-t-il à vouloir avoir comme vitrine un homme pratiquement fini? C'est ce que personne ne comprend visiblement. Et d'un, et de deux, je vous pose deux questions en une, si vous le voulez bien, et de deux, il semble que, comme l'armée d'une façon générale, le DRS aussi, cette police politique dont vous parlez, soit aussi divisée, elle aussi. Pouvons-nous dire, puisque vous dites qu'il y a deux candidats, qu'il y a des gens du DRS, de la police politique, du côté de Bouteflika, et des gens du DRS, de la police politique, du côté de Benflis? Donc je vous pose tout ça en même temps, en espérant que vous pourrez débrouiller un peu la pelote. Je crois que pour bien dénouer la problématique et essayer d'éclairer un tant soit peu une situation par définition opaque et maintenant confuse, savoir que nous sommes quand même à la fin d'une époque. Hein? Et comme toutes les fins de cycle politique, les problèmes, les contradictions, les affrontements qui ont été d'une manière ou d'une autre contenus dans le cadre de la loi du milieu au sens mafieux du terme, finissent par sortir, et c'est bien la première fois qu'on voit des officiers prendre part, à part leurs adversaires dans la presse, etc., etc. Donc il y a un phénomène d'usure, de vieillissement, qui fait que les scories qui ont été d'une manière ou d'une autre camouflées, cautérisées, excisées, sont en train de prendre le dessus. Il y a donc cette histoire de vieillissement. Deuxièmement, la nature même du système politique algérien fait que personne ne peut directement attaquer frontalement et définitivement son adversaire parce que c'est un régime mafieux. Je te tiens, tu me tiens. Bouteflika est à la tique de la mort, mais il connaît assez bien la boutique, et pour cause, il en est un des fondateurs et un des utilisateurs. C'est que dans la phase actuelle, compte tenu des charges qui pèsent sur ses adversaires, notamment en matière d'éventuelles poursuites pénales internationales, personne ne peut aller jusqu'au bout du conflit. L'essentiel, l'objectif, la pratique, et j'allais dire la doctrine du personnel politique qui a confisqué l'Algérie depuis 1957 à ce jour en fait, est que, au-delà de l'Algérie, il y a le système. Je crois qu'il y a déjà une quinzaine d'années, j'avais dit au journal El Watan que de toute façon, ça ne peut pas durer. Il y a un moment, il faudra que ça se termine. On ne peut pas sauver l'Algérie et le système. Oui, mais, actuellement, le système essaie de faire des concessions. Docteur Saïd Saadi, ma question... Oui. Maintenant, est-ce que vous me dites, est-ce qu'il y a des gens du DRS qui peuvent être attendus de passer d'un camp à l'autre? Très certainement, dans toutes les débâcles, oui, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils sont d'accord, les uns et les autres, sur la prédation, la violence, la fraude et l'opacité. Très bien. Je reviens à Mohamed Benchikou. Vous avez entendu ce que vient de nous dire Dr Saïd Saadi, ce que pensent beaucoup de gens d'ailleurs, que l'Algérie est une mafiocratie, que nous avons maintenant affaire à une sorte d'embrouillamini où s'affrontent des clans pour des questions de rente. Est-ce que vous pensez comme lui? Écoutez, nous avons vu suffisamment de films de mafia pour savoir que à l'intérieur des mafias, il y a des luttes de quartier, des luttes de clans. Moi, je n'ai pas estimé utile de reprendre les vieilles formules connues de tous, selon lesquelles le DRS et le président, c'est la même, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, et le docteur Saadi ne devrait pas l'ignorer, je ne crois pas, c'est que il y a au sein même du régime, pour des considérations de préservation de chaque clan, des divergences autour de la manière de gérer le pays. Oui. Ce n'est pas angéliser les uns et diaboliser les autres que de dire cela. Cela, c'est une réalité.
C'est le DRS qui a fait les enquêtes sur Sonatrach, c'est le DRS qui a fait les enquêtes sur la corruption. Pourquoi l'a-t-il fait? Dans quel but? Et pourquoi c'est ce service d'enquête du DRS qui a révélé les grandes forfaitures de Sonatrach qui a été le premier éliminé par Bouteflika, et qui l'a éliminé? Ce sont ça les questions de fond que l'on doit absolument... mais évidemment que... Excusez-moi, c'est Mohamed. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. À votre avis, le DRS qui a donc mené des enquêtes, beaucoup de gens attribuent le démantèlement du DRS au fait qu'il a enquêté sur les frasques des clientèles et des parentèles du clan régnant. À votre avis, vous pensez réellement que ce DRS est indemne lui-même de cette grande corruption? Non, je ne dis pas qu'il est indemne, je dis seulement une chose, qu'il y a une divergence dans la manière même de concevoir le pouvoir. Nous avons affaire, en gros, à un homme, je dis bien un homme, parce qu'il faut arrêter de le relativiser, de dire qu'il est malade, qu'il est otage. Il n'est otage de rien du tout, il est otage de lui-même. C'est lui qui détermine tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui dicte tout. C'est une créature absolutiste qui vient de la longue lignée des dictateurs mondiaux. Il faut arrêter de le relativiser. Donc ce que nous avons, c'est que face à face, un homme qui est doté d'un génie de l'exercice du pouvoir, d'un génie, je le dis bien, je dis que c'est quelqu'un qui a parfaitement assimilé les techniques machiavéliennes et qui a surpris tout le monde par son obstination à rester sur le trône. Merci Mohamed Benchicou, restez avec nous. Nous allons observer un court intermède et nous reviendrons à nos invités et nous aurons 2 autres invités par téléphone. À tout à l'heure. À tout de suite.
Rebonjour. Donc nous reprenons cette émission avec nos invités et nous recevons maintenant par téléphone du Canada l'avocat Choueter Sofiane. Choueter Sofiane, merci d'être avec nous. Merci Jamel Eddine. Est-ce que vous avez écouté ce que nous ont dit Dr Saïd Saadi et M. Benchiko Mohamed? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, vous venez de me joindre par téléphone et là, je n'ai pas écouté. Alors, Dr Saadi considère que la situation est vraiment catastrophique. Il considère qu'il y a maintenant vraiment, pour la première fois, et ça devient périlleux parce qu'il y a deux clans au sein de l'armée, au sein de la police politique. Et il dit de celle-ci, de la police politique, du DRS, donc, qu'il est vraiment au cœur du problème, de la problématique. Mohamed Benchiko semble atténuer un peu cette vision des choses, puisqu'il considère, ou c'est du moins ce que j'ai cru comprendre, que depuis que le DRS a commencé à enquêter sur la grande corruption, sur les turpitudes du clan présidentiel, il a été décidé donc de l'évacuer, de le neutraliser, entre guillemets. Donc, moi, la question que je voudrais vous poser est d'abord, que pensez-vous donc de ce que viennent de nous dire nos invités en substance? Et ensuite, j'en viendrai à une question que vous maîtrisez bien, si je crois comprendre, puisque vous êtes avocat, précisez-moi, juriste. Alors, je suis avocat, donc j'ai travaillé pour les violations des droits de l'homme en Algérie, mais je suis aussi spécialiste de la justice transitionnelle. Voilà, ouais, c'est là où je voulais en venir. Donc, voilà, donc dites-nous d'abord ce que vous pensez de écoutez, le danger qui gagne l'Algérie, ce n'est pas seulement que la police politique qui est rentrée dans un conflit avec le clan de la présidence ou de l'état-major de l'ANP. Mais c'est beaucoup plus, à mon avis, à partir du moment où cet organe a été impliqué après le coup d'État de janvier 92 dans des graves violations des droits de l'homme, dans des cas qu'on peut les considérer comme des crimes contre l'humanité, ça devient un organe dangereux à la liberté et aux droits des citoyens. Enfin, tous les rapports des ONG, des organes intergouvernementaux comme de l'ONU, mais aussi des organisations des victimes en Algérie, imputent la responsabilité des graves violations. Et ça devient un instrument dangereux pour notre vie actuellement. Bon, maintenant qu'ils sont rentrés, ils sont en train de rentrer dans des conflits internes, on commence à parler que ça devient dangereux. Alors que il était, depuis janvier 92, depuis janvier, il fallait prendre des décisions, soit de réformer cet organe sécuritaire qui est devenu un organisme, personnellement je le considère comme une organisation criminelle puisqu'il a commis des crimes. Il faut pas qu'on néglige, il faut pas que, parce que le passé ne passera pas si on fait pas un travail de la vérité. Donc à mon avis, le danger a commencé depuis janvier 92, tu vois. Maintenant on parle de plus en plus que le DRS s'est mis dans les affaires politiques, contrôle les médias, contrôle les partis politiques, etc., etc. Mais c'était il y a longtemps. Attends, il ne faut pas aussi ignorer que cet organe a torturé des citoyens algériens, a tué des Algériens, tu vois, et qu'il fallait mettre fin, soit par réformer cet organe, s'il y a une possibilité de réformer, soit de les dissoudre catégoriquement, parce qu'il constitue, à mon avis, un danger pour la vie des citoyens. Voilà. Je voudrais vous poser une question d'une toute autre nature. Il ne fait pas de doute, visiblement, à l'évidence, que l'abstention, cette fois-ci, sera très forte. Donc, les deux présidents, les deux candidats, comme nous les a présentés Dr Saadi, qui considère qu'il n'y a que deux candidats, en fait, ces deux candidats promettent tous les deux une sorte de période transitoire après les élections, durant laquelle ils mettraient en place de véritables institutions et une véritable refondation de l'État algérien. Pensez-vous qu'un président, si tant est qu'il est élu sans fraude, qui sera élu
par le quart ou le cinquième ou le sixième de l'électorat, donc qui partira très faible, pourra mener une telle tâche, une transition sur un tel régime, sur un tel système mafiocrate? Alors justement, tout le monde parle de période de transition, mais personne ne parle de la transition de quel régime vers quel autre régime, tu vois. Soit de l'opposition qui revendique ça, ou soit au sein du pouvoir qui parle de la période de transition, mais personne ne dit vers quel régime on va avoir. Bon, ça reste à eux de ne préciser exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, mais s'il y a des questions, est-ce que effectivement, je ne pense pas dans la probabilité qu'il y aura une transition vers un État beaucoup plus démocratique, respectueux des principes du droit, d'un État de droit. Est-ce que le président qui faible parce qu'il n'a aucune légitimité populaire, est-ce qu'il est capable de réformer les institutions qui ont été impliquées dans un régime autoritaire, un régime dictatorial, auteur de graves violations des droits de l'homme, vers beaucoup plus des institutions représentatives du peuple algérien? Moi, j'en doute énormément. Est-ce qu'il y a une volonté au sein du pouvoir algérien de transformer le régime autoritaire non démocratique vers un régime libéral démocratique? On verra, mais j'ai pas senti de toute façon les prémices, puisque depuis 15 ans de règne de Bouteflika... Pardon de vous interrompre, Sofiane Choueter. Oui. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, eux parlent de refonder les institutions, c'est-à-dire de leur donner leur pleine vérité, leur pleine représentation, leur pleine efficacité, telle que prévue par la loi, pour qu'elles deviennent réellement efficientes. Et de deux, est-ce que vraiment ceux qui ont la réalité du pouvoir, qui seront derrière cette façade présidentielle qu'on va nous sortir, est-ce qu'ils sont eux-mêmes animés d'une vraie volonté de changement, puisque eux, ils tiennent les robinets et que ça ne les intéresserait pas demain de n'être plus rien, d'aller dans leur caserne et de rejoindre leur pénate. C'est ça que je veux dire. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jamaluddin. Je ne sais pas s'il y a une volonté, mais j'en doute moi, de transformer. Il y en a des cas dans l'histoire de l'humanité. Il y a des transformations politiques ou ça des régimes. On a connu en Union soviétique, l'ex-Union soviétique, avec l'accès au pouvoir de Gorbatchev, avec sa politique de Perestroïka Glasnost, qu'il a essayé de réformer le système autoritaire communiste vers un autre régime plus démocratique. Mais pour le cas de l'Algérie, on a vu ça, le même discours, bon, même s'ils n'ont pas vraiment insisté sur la question de la transition, mais on a vu dans les années 97 avec l'élection de général Zeroual en 95, où on a parlé de d'instauration d'un parlement démocratique, etc. Et c'est avéré que c'est toujours des parlements usés de fraudes massives organisées Restez avec nous, maître Choueter. Je reviens au docteur Saïd Saadi. D'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la situation actuelle. Le régime n'a jamais été aussi affaibli. Mais il y a le vide, c'est le Sahara politique sur la scène politique. Et il n'y a pratiquement rien de vraiment consistant. Et de deux, vous-même avez parlé de transition. Comment voyez-vous cette transition qu'ils nous promettent? Et quelle est votre propre vision d'une vraie transition? Docteur Saïd Saadi, oui? Oui, je vous entends. Oui, je voudrais revenir simplement sur deux choses, rapidement, et puis je vous réponds sur la question de la transition, parce que c'est ça l'essentiel, effectivement. D'abord, s'agissant des dossiers Sonatrach et même des droits de l'homme, il faut savoir que tout ce qui est essentiel a été instrumentalisé. Les dossiers Sonatrach, sortis maintenant il y a quelques semaines, étaient prêts, ficelés, connus de tous. Il a fallu que la justice italienne en parle pour qu'il y ait une espèce de réplique sur la scène algérienne. Mais on les a sortis maintenant, pas du tout pour protéger la ressource énergétique du pays, mais
mais pour faire pression sur Bouteflika pour qu'il ne postule pas un 4e mandat. Donc ce n'est pas le souci de protéger l'intégrité économique du pays qui a animé le DRS, c'est toujours la volonté d'apurer le système en essayant de le débarrasser d'un candidat handicapant. S'agissant des droits de l'homme, bien sûr qu'il y a eu des abus depuis 92, mais la police politique n'a pas attendu 92 pour sévir. Karim Belkacem, que je sache, était assassiné en 1970 à Francfort. Khader a été assassiné à Madrid. Donc c'est l'ensemble du système en place depuis 1957, c'est-à-dire l'assassinat d'Aban Ramadan, qui est en train de continuer aujourd'hui. Alors il faut éviter, dans la phase qui est la nôtre, de se laisser tenter par des visions soit subjectives, soit parcellaires, soit partisanes. Le pays est véritablement au bord de la faillite. Nous devons tous faire preuve de lucidité, et je ne veux donner de leçons à personne. J'essaie de faire part simplement de mon sentiment actuel. S'agissant de la transition, tout d'un coup, effectivement, le mot transition est en train, encore une fois, de faire florès, de fleurir dans toutes les bouches. Ce n'est pas la première fois que je vois une idée lancée par l'opposition, souvent d'ailleurs l'opposition démocratique, récupérée par le système en place, la cloner et la polluer. J'ai l'impression de revivre 1985 lorsque nous avions lancé la Ligue des droits de l'homme. On nous a envoyés en prison et le pouvoir s'est saisi du concept pour faire 2, 3, 4 ligues, en leur faisant faire évidemment des choses exactement inverses de ce qui était supposé faire ce genre d'organe. Lorsque le fils du colonel Améros, qui se trouve être un ami, a décidé de lancer l'association des enfants de Chouada, pour dire non à la manipulation de la mémoire des martyrs et non à la rentabilisation mercantile du sang des martyrs. Immédiatement, le pouvoir a lancé 4, 5, 6 associations d'enfants de Chouada qui étaient des espèces d'officines de distribution de prébendes, l'eau de terrain, etc., etc. Je peux vous multiplier à l'envie ces exemples. Oui, alors, oui, c'est une méthode éprouvée et connue. Pollution, clonage, pollution, pour brouiller le truc. Pourquoi ? Le système algérien, je crois l'avoir dit tout à l'heure, mais ce n'est pas non plus une nouveauté de ma part, est un système violent. Première réaction, il sévit, il agresse. Et quand je dis il agresse, il peut arrêter, il peut emprisonner, il peut tuer. S'il ne peut pas, il désinforme. Et on est dans cette phase-là actuellement. Il ne peut plus dire le système doit rester. Il ne peut plus dire non à une transition. Je n'ai pas compris la lettre de Zerouane. Je ne vois pas comment il appelle à voter en masse et en même temps, le système dont on doit sortir va faire sa propre transition. C'est un non-sens. Une transition, ce n'est pas un garage où on fait la révision générale du système. Une transition, c'est une phase provisoire qui doit permettre de sortir d'un système que nous connaissons tous, et je pense qu'on est au moins d'accord sur le bilan, pour aller vers un autre système. Ce qui doit faire débat, c'est sa définition, le timing, les objectifs intermédiaires et les objectifs finaux, plus les acteurs. Je pense qu'il y a une opportunité majeure. On a parlé de 92. Je me félicite personnellement de ce que le courant islamiste algérien soit en train d'évoluer aussi, comme nous devons tous évoluer. En 92, on disait démocratie et coffre. Maintenant, je n'entends pas cela. J'étais à la salle Harsha quand il y a eu un meeting de l'ensemble des partis politiques qui ont assumé leurs différences, et c'est un grand acquis pour la démocratie. Tous ont dit nous sommes différents, mais la transition suppose l'acceptation des valeurs démocratiques au départ. Il n'y aura pas d'autres intervenants que l'arbitrage citoyen. Docteur Saïd Saadi, comme nous sommes un peu pressés par le temps, je vais vous poser une question que tout le monde se pose. Que pensez-vous du récent communiqué du fils? Et si dans un cadre de vraie transition, vous êtes appelé à vous asseoir autour d'une même table avec ces islamistes dont nous parlez et dont vous vous félicitez de leur transformation positive, dites-vous. Donc, que pensez-vous du communiqué et accepteriez-vous de vous asseoir autour d'une même table avec eux? Le drame de ce pays, c'est l'information. Je vais vous répondre par une anecdote très simple. Le soir du premier tour des élections de 1991, vous êtes journaliste, vous pouvez demander l'enregistrement du journal de la chaîne 3. C'est une chaîne publique, donc tout le monde l'a entendu. Je disais ceci. Si il
s'avère que les estimations annoncées sont conformes à la réalité de la volonté du peuple algérien, il faut respecter ces résultats. Le lendemain, Ben Hamouda et Sid Hamd Ghazali, qui est toujours vivant, j'en parlais encore avec lui il y a 3 jours de ça, sont venus me voir, attention, il y a un risque, etc. J'ai dit, ce parti a été légalisé, tant qu'il reste dans la légalité, il faut jouer le jeu. Ce n'est pas une invention, c'est un fait que je vous donne. Je reste au jour d'aujourd'hui sur les mêmes positions. Mais il faut absolument que les gens comprennent que gagner une élection, ce n'est pas un brevet pour installer une démocratie. Vous pouvez gagner une élection, vous devez savoir que les droits de l'opposition sont garantis et que même si vous êtes majoritaire, vous n'avez pas le pouvoir absolu. Lorsque tout cela est discuté, je pense que c'est en train d'être discuté, il faut s'en féliciter, il ne faut exclure personne, j'espère avoir été clair. Justement, docteur Saadi, ce que j'ai compris moi-même de ce communiqué du fils et des paroles que vous venez de prononcer, c'est qu'il semble que le moment soit venu pour que tout le monde se retrouve autour d'une même table, de lever certaines équivoques, certaines ambiguïtés, et de mettre en place ce fameux cadre dont tout le monde parle, mais dont personne ne connaît les contours, le cadre démocratique. Quel est-il? Comment faudra-t-il l'envisager? Quelles sont ses conditions inviolables? Pensez-vous que le moment est venu de, justement, se retrouver en dehors des arcanes du pouvoir pour mettre au point cette dynamique? On peut essayer de discuter sur les règles, mais les règles et les principes démocratiques doivent être acceptés par tous. Au départ, ce sont des préalables. Ensuite, on peut rentrer dans le vif du débat. Tous les acteurs politiques et sociaux doivent être associés. À ceci près que les gens du système ne doivent pas arriver comme chefs, tuteurs ou parrains. Il faut qu'ils fassent un immense effort de modestie, d'humilité pour se considérer comme une partie parmi d'autres qui viennent en tant qu'individu ou en tant que groupe constitué. À partir de ce moment-là, on peut engager des discussions sur des choses plus factuelles. Il faut arriver à faire, moi j'ai mon opinion là-dessus, une transition assez courte. Le pays est démembré. Il faut dégager les urgences, les priorités, parce que le pays ne va pas s'arrêter. Il faudra continuer à liquider les affaires courantes. Je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord pour que le gouvernement provisoire ou le conseil de transition qui gérera les affaires courantes soit composé de personnes qui ne participent pas au futur, à la future gestion du pays. Il faut aller vers une constitution, si possible par consensus, mais mieux qu'un référendum. Docteur, si vous me permettez, docteur Saïd Saadi, si vous me permettez de vous interrompre, c'est bien beau, je suis complètement d'accord avec vous, mais le problème c'est que nous sommes devant une sorte d'urgence. On ne sait pas ce qui va se passer le 18. Selon vous d'ailleurs, comment envisagez-vous le lendemain de l'élection? Ne désespérez pas du peuple algérien. Je suis sur place. Au moment où je vous parle, la situation est en train de bouillir. Hier, le secrétaire général du FLN, dans la salle, ses propres partisans ont fichu une pagaille. Je viens d'apprendre que les jeunes du service national ont été violemment réprimés à Tizi Ouzou. Le siège du RCD a été fermé au moment où je vous parle, par la police et la population qui vient d'ouvrir. Il y aura des tensions. Nous ne pouvons pas avoir été défaillants pendant 50 ans et nous en tirer avec une facture de 0 centime. Ce n'est pas possible. Il faut essayer de la réduire. Je ne crois pas, et là je m'inscris en fond, que c'est en rappelant l'armée pour arbitrer une solution que l'on va la faire. J'entends bien les uns et les autres. Bouteflika a dit je vais passer le flambeau à la prochaine génération. Que ne l'a-t-il fait auparavant? Benflis dit la même chose. Ce que j'observe en attendant, c'est que les uns et les autres ont refusé l'installation d'une commission de surveillance et d'organisation des élections, comme les Tunisiens l'ont fait, personne n'a contesté les votes. Tous ont refusé l'apurement du fichier électoral. Il y a 3 500 000 voix qui peuvent basculer ici et là. Donc ils sont inscrits les uns et les autres dans l'hypothèse que le rapport de force interne au système va faire basculer la fraude vers l'un ou vers l'autre. Nous ne sommes pas dans ce combat. Docteur Saïd Saadi, merci. L'ensemble des patriotes algériens non clients, non intéressés par la rente, parce qu'il n'y a que les rentiers qui vont aller voter,
se mettent autour de cette table. Nous ne pouvons pas arrêter l'histoire. L'Algérie va continuer. Il y a urgence, oui, mais c'est une raison de plus pour ne pas s'engager sur des fausses pistes. Les dialogues arbitrés par le pouvoir, moi j'ai assisté au dialogue 1, 2, 3 des années 90. C'est une fumisterie. Et j'ajoute que l'armée algérienne, si on veut la protéger, c'est de la tenir en dehors des aventures politiciennes. Docteur Saïd Saadi, nous vous remercions pour ces éclaircissements, pour cette franchise dans le discours. Nous espérons vous revoir bientôt parmi nous. Merci. Je retourne à présent à notre invité Mohamed Benchikou. Vous êtes toujours avec nous, c'est Mohamed? Oui, oui. Alors, que pensez-vous de ce que vient de nous dire le docteur Saïd Saadi? Et vous-même, quel est votre... comment envisagez-vous l'après-élection? Comment envisagez-vous le 18 avril? L'après-élection, vous voulez dire... Après l'élection, oui. Au lendemain de l'élection. Il y a, à mon avis, 2 ou 3 points qui sont d'une gravité extrême, sans précédent, qui caractérisent ce 4e mandat. C'est que ce n'est pas le problème de savoir s'il peut ou non gouverner. C'est que le premier problème, la première chose très grave, c'est que, et cette campagne vient de nous le montrer, la population est contre le clan présidentiel. La campagne a nettement montré un Bouteflika discrédité. Comment va gouverner cet homme et son entourage contre la population? Et quel en sera le prix? Les affrontements encore, des victimes, le sang. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que ne nous disent pas les légionnaires du 4e mandat, c'est que les caisses sont vides. C'est ce que dit le directeur de la Banque d'Algérie, c'est ce que dit le ministre des Finances. Le régime n'a plus les moyens de s'offrir la paix sociale. Ce que le clan de Bouteflika ne nous disent pas, c'est qu'il est impossible de résoudre la question du chômage parce qu'il n'y a plus d'argent et parce que Bouteflika n'a pas créé une alternative aux hydrocarbures. C'est cela la réalité. Donc, ça va être quoi le 4e mandat? 5 ans d'affrontement? C'est ça le vrai problème. C'est pour cela qu'il faut absolument mettre fin à cette mascarade. Ce n'est pas seulement parce qu'il est handicapé, c'est parce que nous allons vers un affrontement entre une population et un régime discrédité et désargenté. Mohamed Benchikou, merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que vous serez bientôt des nôtres encore une fois. Au revoir. À présent, nous allons revenir à notre invité Sofiane Choueter. Vous êtes toujours avec nous? Sofiane Choueter, Maître Choueter. Je crois que nous l'avons perdu. Très bien, donc notre émission est à présent terminée. J'espère que notre ami Renaud Mehdi, qui est l'animateur habituel de cette émission, se rétablira très vite et qu'il reviendra encore plus fort que d'habitude. Je vous remercie pour votre hospitalité. Merci, au revoir.